c'est donc le troisième portrait de femme. Je crois que j'avais peut-être expliqué pourquoi j'ai choisi ce titre, tout simplement à cause d'un des romans les plus célèbres de Henry James, qui s'appelle Portrait of a Lady. On n'entend pas? Ah bon? Ça résonne pourtant, non? Oui, oui, si on entend. Lydia, on n'entend pas. Bon, je vais rapprocher ça, parce que moi j'ai l'impression que c'est même un peu... Non? Notre technicienne favorite n'a pas l'air de comprendre pourquoi on n'entend pas. Bon, enfin, en tout cas, les dates sont donc le 10 janvier 1480 et le 1er décembre 1530, c'est-à-dire 50 ans, ce qui à l'époque, probablement, nous l'avons déjà dit à propos d'Aliénor d'Aquitaine, et c'est encore plus vrai au XIIe siècle, nous l'avons aussi suggéré à propos d'Isabelle d'Este, ce qui à l'époque était évidemment une vie longue par comparaison avec ce qui était l'espérance moyenne de vie constitue à peu près à ce moment-là entre disons 27 avec pessimisme, 30 avec optimisme, 27 et 30 ans. Donc, alors, bibliographie toujours, puisque je sais que plusieurs personnes sont attachées à quelques éléments de bibliographie pour débuter. Je vais rappeler le nom d'un homme politique un peu oublié aujourd'hui, Jean-Pierre Soisson, dont, disons, la trajectoire politique n'a pas été toujours d'une lisibilité absolue, mais qui avait au moins l'avantage d'écrire des livres, ce qui n'est pas probablement une mauvaise chose. Peut-être mieux d'ailleurs que se confier à des journalistes du Monde, mais ça c'est une autre histoire. Jean-Pierre Soisson était, vous le savez, lié profondément à la Bourgogne, et il a poursuivi une carrière d'écrivain, historien, de vulgarisation au sens noble du terme. Je n'y vois personnellement aucun aspect péjoratif. Et il a redonné vie à un certain nombre de personnages. Marie de Bourgogne, la mère de Marguerite d'Autriche, dont nous aurons l'occasion de reparler. Charles le Téméraire, le grand-père de Marguerite d'Autriche. Charles Quint, son neveu, nous allons beaucoup en parler. Et puis Philibert de Châlons. Philibert de Châlons, c'est un personnage un tout petit peu étonnant, qui a été prince d'Orange. C'est lui qui, quand le connétable de Bourbon, en 1527, a été tué par un carreau d'arbalète au siège de Rome, dont il allait faire le sac pour le comte de Charles Quint, avec une armée de lansquenets protestants, quand le connétable de Bourbon, qui avait trahi François Ier et qui a largement contribué à la victoire sur François Ier de Pavie, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, c'est Philibert de Châlons, prince d'Orange, qui a repris le commandement des troupes de Charles Quint, donc en 1527, au moment du sac de Rome. Et vous savez que c'est à travers lui que s'est développée la dynastie des Orange-Nassau, qui ont d'abord été les statuaires des Provinces-Unies, puis évidemment statuaires héréditaires, et enfin, bien sûr, monarque, roi de la Hollande actuelle. Autre élément, bien sûr, tous ceux d'entre vous qui s'intéressent, qui ont entendu parler de Marguerite d'Autriche, princesse de Bourgogne, comme l'appelle Jean-Pierre Soisson, savent qu'on lui doit probablement le plus grand monument, le plus beau monument du gothique flamboyant en France, qu'on appelle le monastère royal de Brou, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, et qui a fait l'objet de diverses publications que je vous indique ici et que vous pourrez récupérer via les éditions Monume du ministère de la Culture. Vous savez que la librairie des éditions Monume est située dans l'hôtel de Sully, dans le Marais, et on peut y trouver toutes ces brochures de manière très facile, mais vous pouvez aussi, bien sûr, les commander sur Internet. Alors j'aime beaucoup cette phrase de Jules Michelet, qui dit à propos de Marguerite d'Autriche, c'est peut-être cela la source de mon faible pour elle, cette bonne femme est le vrai grand homme de la famille. Et il parle bien sûr ici d'une famille qui n'est pas une famille négligeable, puisqu'il s'agit très probablement du côté maternel de la famille des ducs
de Bourgogne, les Valois qui ont pris en main effectivement le sort de la Bourgogne, et puis de l'autre côté de rien moins que les Habsbourg. Et donc dans cette alliance entre la Bourgogne d'un côté et les Habsbourg de l'autre, il semblerait que Marguerite d'Autriche, aux yeux de Jules Michelet, soit finalement le vrai grand homme de la famille. La voilà. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le portrait, ça n'est peut-être pas tout à fait une reine de beauté, mais ça c'est une autre histoire. C'est un portrait par son peintre de cour qui s'appelle Bernard van Orley, dont nous aurons probablement l'occasion de reparler à plusieurs reprises. Elle est ici en deuil. Elle portera pendant toute sa vie le deuil après 1504, la mort de Philibert Emmanuel de Savoie, dont nous allons avoir l'occasion de reparler là aussi dans quelques minutes. Alors, ses parents, c'est ce que je viens de dire, elle se trouve à la conjonction de deux familles essentielles, une famille dont le pouvoir est en train de s'effacer, c'est-à-dire les ducs de Bourgogne, les grands ducs d'Occident. Vous le savez, à la bataille de Poitiers, Jean de Lebon va trouver le moyen de se retrouver coincé par les troupes du prince noir, le fils aîné d'Édouard III, le prince de Galles. Il va se retrouver coincé sur le champ de bataille avec le dauphin, le futur Charles V, et puis effectivement le duc d'Orléans et le dernier effectivement de ses fils qui lui n'a pas encore reçu d'apanage. Ce fils qui n'a pas encore reçu d'apanage, il s'appelle Philippe. Vous le connaissez tous, parce que vous connaissez tous la citation « Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche », bien sûr. Et ce fils, qui sera fait prisonnier et emprisonné à la Tour de Londres avec son père, au retour, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, ce serait un peu long, mais au retour d'Angleterre, le fils recevra le duché de Bourgogne en apanage, profitant de la mort de Philippe de Rouvre, le dernier des ducs de Bourgogne capétiens. Philippe de Rouvre meurt sans héritier, et donc évidemment l'apanage retourne à la couronne, le roi est libre d'en disposer à son gré, et il décide, pour remercier ce fils qui a fait preuve d'une bravoure exceptionnelle sur le champ de bataille, bravoure beaucoup plus exceptionnelle que l'intelligence tactique de son père, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Bravoure exceptionnelle sur le champ de bataille de Poitiers, de donner donc le duché de Bourgogne à son fils, au dernier de ses fils, Philippe, qui entrera dans l'histoire sous le nom de Philippe le Hardi, créant ainsi pour la couronne de France des problèmes quasiment insolubles pendant le siècle et demi qui allait suivre, puisque vous le savez, il y a eu 4 grands-ducs de Bourgogne qui se sont succédés. Le premier, Philippe le Hardi, le deuxième, Jean sans Peur, le troisième, qui est probablement le plus brillant et le plus exceptionnel, Philippe le Bon, et le quatrième, qui a tout gâché, c'est-à-dire Charles le Téméraire, qui a sans arrêt voulu être nommé roi, alternativement par le pape et par l'empereur, qui étaient les deux seuls personnages au monde à pouvoir transformer le duché de Bourgogne en royaume, et nous savons comment, effectivement, les choses se sont terminées à Nancy, mais nous y reviendrons là aussi tout à l'heure. Et donc, d'un côté, vous avez Marie de Bourgogne, qui est la dernière descendante des 4 grands-ducs d'Occident. Elle incarne, effectivement, cette puissance territoriale européenne dont on oublie aujourd'hui qu'elle allait depuis Ternant. Ternant, c'est à environ 50-60 km au sud d'Autun. Est-ce que vraiment aujourd'hui nous situons un petit village situé à 50 ou 60 km au sud d'Autun en Bourgogne? Je ne suis pas très sûr. Et il m'arrive parfois lors de séminaires de demander à des gens, à leur avis, où était la frontière nord de la Bourgogne à l'époque. Alors, au mieux, on monte un tout petit peu vers, quelque part, qui approcherait un peu les Flandres. Alors, je vous rappelle que, évidemment, quand Philippe de Rouvre, le dernier des ducs de Bourgogne capétiens, est mort, il était fiancé avec Marguerite de Malle, la fille du comte de Flandre. Et Philippe le Hardi, donc, qui a récupéré l'apanage, s'est dit, pourquoi pas récupérer, au fond, la fiancée aussi. Et donc, il y a eu évidemment cette extraordinaire entité territoriale qu'on a beaucoup oubliée aujourd'hui, qui fait que la Bourgogne allait, encore une fois, de 60 km à peu près au sud d'Autun, jusqu'au Zuiderzee actuel, c'est-à-dire au nord d'Amsterdam. On a complètement oublié ça. Si Charles le Téméraire avait été roi de France, et Louis XI, duc de Bourgogne, nous serions aujourd'hui bourguignons. La France n'aurait pas existé.
Je crois qu'il faut redire des choses comme ça de temps en temps. Les frontières des États-nations du XIXe siècle ont été précédées par d'autres frontières, ce qui veut peut-être dire que leur succéderont d'autres frontières. Et puis de l'autre côté, vous avez la puissance montante de la Mitteleuropa, de l'Europe centrale, et cette puissance montante, bien sûr, ce sont les Habsbourg, puisque Marie de Bourgogne va donc épouser Maximilien de Habsbourg, créant ainsi, à l'Est, une entité puissante qui va, depuis les Flandres jusqu'à l'Autriche incluse, et évidemment, vous le savez, Marie de Bourgogne, 1457-1482, elle meurt à 25 ans d'une chute de cheval pendant une partie de chasse dans la campagne près de Bruges. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien Bruges, vous savez qu'elle est enterrée dans l'église Notre-Dame à Bruges, dans le même tombeau que les restes qu'on avait ramassés devant Nancy de son père, dévorés en partie par les loups. Cette chute de cheval, évidemment, va poser d'énormes problèmes, nous y reviendrons tout à l'heure. Marie de Bourgogne, quand elle est devenue duchesse de Bourgogne à la mort de son père, a fait l'objet de toutes les tentatives possibles de la part de Louis XI. Louis XI s'est proposé pour l'épouser, elle n'a pas été d'un enthousiasme fou. Et quand il lui a proposé le dauphin Charles, qui devait avoir à peu près à l'époque 3 ou 4 ans, elle n'a pas été très enthousiaste non plus. Et donc plus tard, on a proposé au dauphin Charles la fille de Marie de Bourgogne et de Maximilien de Habsbourg, mais nous y reviendrons dans un instant. Donc d'un côté, cette mère trop tôt disparue, c'est probablement la première manifestation. On ne va pas faire du romantisme ou du romanesque un peu, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de très émouvant dans le destin de Marguerite d'Autriche. C'est un destin qui est totalement marqué par la mort. Elle perd sa mère à 2 ans. Je crois que son père ne lui a jamais montré une affection totalement débordante. De toute façon, les filles, il fallait les marier, il fallait leur trouver un couvent. C'était souvent plus facile de leur trouver un couvent que de les marier, mais quand c'était la fille aînée, les alliances internationales demandaient évidemment le mariage. Et c'était quand même quelqu'un qui ne représentait pas un successeur, en tout cas possible et acceptable, pour Maximilien de Habsbourg. Donc elle perd sa mère, et elle est probablement l'objet d'une affection qu'on qualifierait d'un peu distante de la part de son père, Maximilien de Habsbourg, que vous voyez ici somptueusement représenté par Albrecht Dürer, bien sûr, tenant à la main effectivement la grenade ouverte, symbole de fertilité, c'est-à-dire qu'effectivement le monarque, le souverain, doit apporter la fertilité et la fécondité à la communauté dont il a la charge et la responsabilité. On se demande si là aussi il n'y aurait pas des sources de méditation possibles pour des monarques ou des souverains d'aujourd'hui. Et puis, à gauche, bien sûr, vous avez la couronne impériale, qui est à la fois une sorte de couronne épiscopale et royale, l'aigle bicéphale des Habsbourg avec les bandes rouges et blanches alternées de l'Autriche, et puis, bien sûr, extrêmement important, l'ordre de la Toison d'Or. Alors, Maximilien de Habsbourg va naître en 1459, il va mourir en 1419, c'est donc 60 ans de vie, ce qui, encore une fois, pour l'époque, est tout à fait exceptionnel. Et ce portrait, évidemment, de Maximilien de Habsbourg est extrêmement intéressant, puisqu'il nous propose Maximilien ici, associé avec son fils, Philippe, dit Philippe le Beau, dont nous allons beaucoup reparler, la femme de Philippe le Beau. Ne croyez pas ici que ça soit la sœur de Philippe le Beau, c'est-à-dire Marguerite d'Autriche. Ça, c'est la femme de Philippe le Beau, Jeanne, fille des rois catholiques, c'est-à-dire fille, effectivement, de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Et alors là, vous sentez la manœuvre. C'est-à-dire que si le fils de Bourgogne-Habsbourg épouse la fille des rois catholiques, ce qu'on appelle à l'époque les débuts de l'entité nationale française est pris en étau entre, au nord-est, la puissance burgundo-habsbourgienne et habsbourgeoise, et à gauche, en bas, au sud. Et donc là, il y a un problème. Je crois qu'on ne peut pas nier que par des tentatives un peu rocambolesques d'union matrimoniale, Louis XI est quand même tenté d'exorciser ou d'esquiver effectivement cette redoutable menace pour la France, c'est-à-dire d'une France prise en étau entre Bourgogne et Habsbourg au nord, est,
et Espagne au sud-ouest. Alors ensuite, vous avez effectivement ici le fils aîné de ce mariage, c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Charles, qui naît en 1500 à Caen et qui entrera dans l'histoire d'abord comme roi d'Espagne sous le nom de Charles Ier, puis comme empereur d'Allemagne sous le nom de Charles Quint. Son frère Ferdinand, auquel au moment de l'abdication et du retrait à Yuste, Charles Quint abandonnera la partie habsbourgeoise traditionnelle de son empire, c'est-à-dire effectivement tout ce qui concerne l'Autriche et les possessions germaniques, à l'exception des Flandres, qu'il conservera pour son fils Philippe II. Et puis, ici, vous avez donc non pas une des filles, nous en reparlerons tout à l'heure, vous avez non pas une des filles, mais vous avez le roi Louis II de Hongrie, dont, effectivement, une des filles de Philippe le Beau et de Jeanne, de Castille ou d'Aragon, c'est comme on veut l'appeler, dont une des filles deviendra l'épouse, ce qui resserrera l'emprise des Habsbourg sur la Vitelle Europa par l'acquisition finalement de la présence ou l'introduction de la présence hongroise dans le monde habsbourgeois. Donc vous voyez que dans un portrait qui représente effectivement Maximilien de Habsbourg, ni sa femme défunte, Marie de Bourgogne, ni leur fille, Marguerite d'Autriche, n'apparaissent. Et la femme, la seule femme présente, est donc Jeanne de Castille-Aragon, fille de Ferdinand et d'Isabelle, qui n'est là que parce qu'elle a su donner, si vous voulez, les deux successeurs, deux garçons, c'est quand même pas mal, hein, ça permet de voir venir, si je puis dire, deux garçons, effectivement, à Maximilien. Alors, c'est une femme, donc comme toutes les femmes à l'époque, la vie est traversée par, pour ne pas dire dépendante d'un certain nombre d'hommes. Et nous allons faire un catalogue des hommes qui ont traversé la vie de Marguerite d'Autriche. Le premier, je crois, en dehors de son père, dont j'ai déjà parlé brièvement, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup, encore une fois, d'affection paternelle essentielle de la part de Maximilien pour elle. Mais je crois que le premier homme vraiment important de sa vie, c'est son frère, encore une fois, Philippe le Beau, que nous venons de voir dans le portrait de famille. Alors, il naît en 1478 et il meurt en 1506. Si vous calculez 26 ans, donc un tout petit peu plus de la moitié de la vie de sa sœur. Donc sa sœur, qui est 2 ans plus jeune que lui, va survivre, en quelque sorte, 24 ans à son frère. Pendant 24 ans, elle sera au monde, si je puis dire, au réel, son frère étant déjà mort. Son frère que vous retrouvez ici, bien sûr, avec l'ordre de la Toison d'Or, c'est fondamental. Et vous avez ici ce personnage absolument bouleversant, qui s'appelle Jeanne, donc, fille ici peinte par Juan de Flandes, Jean de Flandre. Le tableau est aujourd'hui dans la collection Thyssen-Bornemisza à Madrid. Et Jeanne, que vous voyez ici, donc, est la fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle la catholique. Il semblerait, je crois qu'à l'heure actuelle, un certain nombre de gens qui ont une approche psychobiographique de l'histoire sont prêts à reconnaître qu'elle avait donné des signes de déséquilibre avant la mort de son mari. Mais après la mort de son mari, mort complètement inattendue, on a soupçonné le poison, très probablement ça n'est que, comme assez souvent à l'époque, des microbes de diverses maladies traditionnelles, tuberculose, etc., qui circulent effectivement et qui fait que les gens buvant de l'eau qui n'a pas été suffisamment purifiée, ils évidemment sont victimes de ces microbes. En tout cas, après la mort de Philippe le Beau, elle va véritablement basculer dans la folie, se révélant incapable d'élever ses enfants, en particulier les 2 garçons, Charles et Ferdinand. Et donc le grand-père, les 3 grands-parents, c'est-à-dire Maximilien, Ferdinand et Isabelle, vont se poser la question de qui va élever ses enfants, en particulier Charles, qui n'est pas l'aîné, parce qu'il a une sœur qui s'appelle Éléonore, mais peu importe, Charles, sur qui reposent non seulement les espoirs
bien sûr, de la Bourgogne et des Habsbourg, mais aussi les espoirs de l'Espagne réunifiée sous l'autorité de l'Aragon et de la Castille, ou de la Castille et de l'Aragon, après 1492, c'est-à-dire l'année de la fin de la Reconquête et de la prise de Grenade. Et donc, vous comprenez combien la mort de Philippe le Beau, le bascule dans la folie de sa femme, pose un problème énorme au grand-père survivant Maximilien de Habsbourg et aux deux grands-parents espagnols survivants, parce que ça veut dire que celui qui est l'héritier d'un empire dont nous savons tous qu'on dira plus tard que le soleil ne se couchait pas sur lui, l'héritier de cet empire n'a plus de père et n'a plus de mère. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, je pense que tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à Marguerite d'Autriche, évidemment, fournit la réponse tout de suite. C'est là où Marguerite d'Autriche va être fondamentale. C'est elle qui va élever le futur Charles Ier d'Espagne et Charles Quint d'Allemagne. Là aussi, nous y reviendrons tout à l'heure. Et alors les voilà, tels qu'en eux-mêmes, enfin, l'éternité les change, si je puis dire. Vous retrouvez, alors soigneusement, dans ce diptyque, les garçons à gauche. En fait, il vous faut imaginer ici, au centre, une présence divine, protégeant les enfants. Donc, les garçons ne peuvent être qu'à droite de cette présence divine. Donc, pour nous, à gauche. Et les filles ne peuvent être qu'à gauche de cette présence divine, c'est-à-dire, évidemment, à droite pour nous. C'est très classique. Quand vous avez un diptyque, l'homme est toujours pour nous à gauche, mais en fait à droite de la scène sacrée centrale, et la femme est toujours, bien sûr, à gauche pour nous, à droite de la scène sacrée centrale. Sauf quand il n'y a pas d'autres personnages, il n'y a pas de personnage féminin, à ce moment-là, le personnage masculin bascule à gauche du diptyque. Mais dans le cas d'un triptyque, la construction est très claire. Tout le féminin est à droite pour nous, à gauche du centre sacré, même quand il n'est pas matérialisé ou représenté. Tout le masculin est à droite, effectivement, de la présence sacrée, à gauche pour nous, même encore une fois, quand cette présence n'est pas matérialisée. Alors, je ne vais pas m'attarder outre mesure. Vous retrouvez évidemment ici le plus important, Charles, bien sûr. Ici, futur Charles Quint, Ferdinand, sa sœur Éléonore, sa sœur aînée, la sœur aînée de Charles Quint, qui épousera dans un premier temps le roi Emmanuel de Portugal, et puis qui ensuite, évidemment, épousera François Ier, ensuite Élisabeth, ensuite, comment s'appelle-t-elle déjà celle-là, j'oublie maintenant, il y a une autre Isabelle probablement, ou Éléonore, et puis la dernière fille, Marie. Toutes ces filles serviront bien sûr à des alliances matrimoniales entre d'un côté Maximilien de Habsbourg et de l'autre les rois catholiques, puis bien sûr à des alliances matrimoniales concoctées par Charles Quint pour assurer son autorité sur son empire. Alors, en dehors de son frère, sur qui nous reviendrons tout à l'heure, il nous faut très probablement maintenant parler de ses conjoints. Et je vais mettre un point d'interrogation pour des raisons qui sont probablement claires pour certains d'entre vous déjà et qui le deviendront encore plus après. Alors, premièrement, le dauphin Charles, c'est-à-dire Charles VIII, qui naît en 1470, qui va monter sur le trône véritablement, disons, en tant que roi après la régence de sa sœur en 1491, et qui mourra en 1498. Vous le savez, en 1498, son front rencontrera brutalement le linteau d'une porte en pierre du château d'Amboise, et à la surprise générale, surtout la sienne, ce n'est pas le linteau de la porte en pierre qui cédera. Et donc, il mourra, laissant évidemment le royaume de France en grande inquiétude, à cause tout simplement du fait qu'il avait épousé Anne de Bretagne, nous y revenons dans un instant, et que du coup, Anne de Bretagne se retrouvait libre, et la Bretagne avec elle. Et donc la question, c'était de savoir si, effectivement, la Bretagne allait récupérer complètement sa liberté. Alors, le mariage programmé entre Marguerite d'Autriche et le dauphin Charles, Charles VIII, ce mariage a été programmé bien sûr par Louis XI. Il fait partie. Lui-même avait essayé d'épouser Marie de Bourgogne, la fille de Charles le Téméraire. Il avait essayé de faire épouser son bambin de fils et de dauphin à Marie de Bourgogne qui n'en avait pas voulu. Et ensuite, il a tenté de récupérer la fille, évidemment, de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne pour le dauphin Charles, le futur Charles VIII. Et il y a réussi. En 1483,
à l'âge de 3 ans, la petite Marguerite d'Autriche a quitté sa mère, qu'elle ne reverra jamais, puisque sa mère mourra assez rapidement dans cette chute lors d'une chasse près de Bruges, comme je vous l'ai dit. Et Marguerite d'Autriche, donc, va quitter évidemment les Flandres, où elle est née, pour aller tout simplement s'installer entre 2 châteaux, une résidence principale qui est Amboise, une deuxième résidence qui est Loches. Et là, elle va être placée sous l'autorité d'une gouvernante qui s'appelle Madame de Segré, mais en fait, elle est placée directement sous l'autorité de quelqu'un de beaucoup plus important que Madame de Segré, qui est Anne de France ou Anne de Beaujeu, qui restera régente du royaume, effectivement, de 1483, date de la mort de Louis XI, à 1491, date des 21 ans de son frère. Alors, vous le savez, Louis XI était quelqu'un qui ne se faisait guère d'illusions sur les personnes. Il a toujours, dit-on, mais je crois que c'est assez vérifié par les historiens, il a toujours pensé que la loi salique était une erreur majeure, car de ses 2 enfants, il y en avait une qui était remarquable, c'était sa fille, l'autre qui était un peu moins remarquable, c'était son fils. Et il a essayé, sans y parvenir, de faire abolir ou de contourner la loi salique pour pouvoir laisser la couronne à sa fille. Cela n'a jamais été possible. Mais il s'est arrangé pour que, à sa mort, Anne de France, devenue Anne de Beaujeu par son mariage avec Pierre de Bourbon, et vous voyez ici le détail du fameux triptyque du maître de Moulins qui est situé dans la sacristie de la cathédrale de Moulins et qui représente d'un côté, là aussi à gauche pour nous, Pierre de Bourbon de Beaujeu et à droite, effectivement, la fille des rois de France devenue effectivement sa femme. Donc cette femme a exercé véritablement une autorité absolument remarquable sur, évidemment, la France. Elle s'est en particulier opposée à tous les grands du royaume qui ont tenté de jouer la minorité de Charles VIII pour reconstituer un pouvoir de clans féodaux contre la marche irrésistible à une première absolutisation. Louis XI est probablement le premier monarque qui commence à mettre en route une absolutisation dans le royaume de France. À sa mort, 2 grands du royaume en particulier vont essayer de revenir à un système de pouvoir des clans féodaux. Ces 2 grands du royaume, ce sont Louis II d'Orléans, le futur Louis XII, et François II de Bretagne. La guerre folle va monter effectivement ces grands contre la régente, contre Anne de Beaujeu. Cette guerre folle va durer de 1487 à 1491. Vous le savez, elle se terminera par le traité du Verger, dans lequel François II de Bretagne admet de n'être plus libre de marier sa fille à qui il le veut. Et il ne faut pas vous étonner qu'à ce moment-là, Charles VIII, qui vient de prendre le pouvoir puisqu'il a 21 ans, va renvoyer, non plus chez sa mère parce qu'elle est morte, mais chez son père, Maximilien de Habsbourg, la petite Marguerite d'Autriche, qui vit auprès de lui depuis l'âge de 3 ans et qui en a maintenant 11. Il va la renvoyer donc chez son père pour pouvoir épouser Anne de Bretagne et libérer à l'ouest l'étau nord-est, sud-ouest installé par les Habsbourg et par effectivement les rois d'Espagne. N'oubliez jamais que Maximilien de Habsbourg a tenté d'épouser Anne de Bretagne. Si par hasard Charles VIII n'avait pas épousé Anne de Bretagne, la France aurait été complètement cernée, au nord-est encore une fois par cette puissance bourguignonne habsbourgeoise, au sud-ouest par l'Espagne, en voie d'unification, et à l'ouest par la Bretagne. Et donc là, véritablement, le royaume de France était cerné. Je repasse vraiment sur la succession de Charles le Téméraire. Le 5 janvier 1477, mort de Charles le Téméraire. Le 21 avril
mariage effectivement contractuel entre Marie de Bourgogne et Maximilien de Habsbourg. Le mariage sera célébré officiellement en août 1477. Et là, vous voyez, c'est véritablement Marie de Bourgogne, auquel Louis XI vient de proposer de l'épouser, et qui se jette dans les bras de Maximilien de Habsbourg pour échapper à Louis XI. La Bourgogne, le duché, n'échappera pas à Louis XI. Ni non plus d'ailleurs la totalité de ce qui aujourd'hui constitue, si vous voulez, la présence bourguignonne dans la structure hexagonale. Le 23 décembre 1482, après une suite d'opérations militaires brillantes, Louis XI force Maximilien de Habsbourg à lui céder effectivement au traité d'Arras la comté de Bourgogne. Alors ça, c'est très important. Hein. Il faut absolument que vous savez tout ça, bien sûr, mais je vous le rappelle. La Bourgogne était composée de deux éléments, le duché et le comté. Le comté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Franche-Comté. N'oubliez pas, Besançon et tout ça. Donc, dans le traité d'Arras, il ne sera même pas question du duché. Le duché est considéré comme acquis par Louis XI, et donc il n'est pas besoin d'y revenir. Par contre, le comté, la Franche-Comté actuelle, que Louis XI n'a pas réussi véritablement à envahir et à occuper, plus un certain nombre de possessions dans les Flandres du Sud, c'est-à-dire en gros des villes comme Lille, Arras, etc., ces villes et le comté sont apportés en dot par Marguerite d'Autriche lors du projet de mariage avec le futur Charles VIII. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Louis XI a réussi de manière extrêmement brillante. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Hein, si Charles le Téméraire avait été effectivement français et Louis XI bourguignon, nous serions aujourd'hui bourguignons. Hein. Louis XI a réussi, après la mort de Charles le Téméraire, à récupérer pratiquement tout ce qui aujourd'hui dans l'Hexagone appartenait jadis à la Bourgogne et sur lequel Louis XI a mis la main. Et en plus, il n'a même pas introduit le duché de Bourgogne dans les termes du traité, il a simplement introduit le comté et un certain nombre de terres dans le sud des Flandres. Et le 23 mai 1493, c'est-à-dire 2 ans après le renvoi par Charles VIII de Marguerite d'Autriche auprès de son père, sous le prétexte que le mariage n'avait pas été consommé, et il ne l'avait probablement pas été. En échange de la rupture du traité d'Arras, par le retour de Marguerite d'Autriche et son père, les Habsbourg, Marguerite d'Autriche elle-même, vont récupérer en particulier la Franche-Comté. Et ceci est très très important pour la suite du propos tout à l'heure. La voici, c'est elle, représentée ici par celui qu'on appelle le maître du moulin, et qu'un certain nombre de gens s'accordent à associer au nom de Jean Hay. Donc, si vous voulez, il y a un premier échec tragique, parce qu'on pense qu'elle a été d'abord... Charles VIII a très probablement été au départ un grand frère pour elle. Quand elle est arrivée à la cour de France, elle a 3 ans, il en a 11, et il va s'en occuper comme d'une petite sœur. Mais évidemment, quand elle va être à l'âge de 11 ans renvoyée chez son père, à 11 ans à l'époque on n'est plus une petite fille, loin de là, surtout si l'espérance de vie est de 27-28 ans, hein, et donc c'est le premier échec de sa vie affective, sentimentale. Elle a très probablement aimé Charles VIII, et même si elle ne l'a pas aimé d'une passion de femme mûre, elle a inévitablement subi de plein fouet, l'humiliation d'être renvoyée, alors qu'elle devait être reine de France, chez son père. Alors c'est là où son père et son frère ont décidé très probablement de renforcer l'alliance nord-est-sud-ouest. Habsbourg, Espagne. Philippe le Beau, son frère aîné de 2 ans, a déjà épousé la fille des rois catholiques, qui normalement ne doit pas succéder au trône, puisque c'est son frère, Don Juan, qu'on appelle parfois Don Juan de Castille, parfois Don Juan d'Aragon, je l'appelle ici Don Juan d'Aragon, peu importe. Hein. Son frère est normalement le successeur des parents, mais son frère n'est pas marié. Et qu'à cela ne tienne, Marguerite d'Autriche va devenir la femme de Don Juan d'Aragon, et donc, normalement, elle devrait devenir reine d'Espagne et impératrice, en gros, si vous voulez, des Indes. Alors malheureusement, vous voyez, les dates sont sans appel.
Nous sommes ici dans le couvent de Santo Tomas à Alcalá. Un certain nombre d'entre vous étaient avec moi récemment. Et c'est la fameuse tombe sculptée de Jean d'Aragon, le deuxième mari, le premier mari réel, parce que là le mariage sera consommé, là aussi j'y reviens. Mais le deuxième mari de Marguerite d'Autriche, qui naît en 1478, c'est-à-dire 2 ans avant elle, il a 2 ans. Ils sont très assortis au point de vue âge, beaucoup plus assortis que Charles VIII et elle, et il meurt en 1497. Et alors malheureusement, la voilà probablement à l'âge de son mariage avec Don Juan d'Aragon. S'il meurt en 1497, le mariage a été célébré dans la cathédrale de Burgos le 4 avril 1497. Ils sont restés mariés 6 mois. Et alors vous savez, la légende noire veut qu'il soit mort sous elle. Je vous laisse interpréter cette formule comme vous le souhaiterez. En tout cas, il meurt à Salamanque le 4 octobre 1497. Alors si vous calculez, ça fait exactement pratiquement 6 mois jour pour jour, hein, on ne peut pas rêver mieux. Et dans les rues de Salamanque, on trouve effectivement cette statue qui évoque... Salamanque était visiblement une des villes de la Castille dont il aurait normalement dû hériter du côté de sa mère. C'était une des villes qu'il aimait énormément, en particulier à cause de la présence d'un certain nombre d'institutions religieuses auxquelles il était très attaché, en particulier les dominicains. Et il est donc mort le 4 octobre 1497, laissant effectivement, pour la première fois de sa vie, Marguerite d'Autriche veuve. Mais c'est son deuxième, alors je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais en tout cas c'est sa deuxième, effectivement, rupture matrimoniale. La première parce qu'elle est renvoyée chez son père par Charles VIII, la deuxième parce que celui dont elle était apparemment tombée follement amoureuse décède de façon effectivement tragique. Et le 8 décembre 1497, à Alcalá de Henares, après 12 jours de travail, qui a laissé tout de suite sur la producteur de l'époque que ça allait malheureusement probablement mal se finir, elle donne naissance à une fille mort-née, elle n'aura pas d'autre enfant. Donc c'est assez émouvant, hein. C'est quelqu'un qui ne sera pas vraiment mère, et qui à chaque fois qu'elle aura été épouse, on va reparler dans un instant, finira effectivement dans l'obligation de renoncer effectivement à... Et du coup, et ça c'est très important, après la mort de Don Juan, les 2 couronnes Castille-Aragon se retrouvent sur la tête de la sœur de Don Juan, Jeanne, et donc inévitablement son mari, le frère aîné de Marguerite d'Autriche, devient, par le droit de sa femme, l'héritier des trônes d'Aragon et de Castille, et donc de l'Espagne unifiée. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que normalement, si Don Juan avait vécu, Marguerite d'Autriche aurait été reine, disons, d'Espagne, et son frère aurait probablement succédé à son père, Maximilien d'Autriche, mais il n'y aurait pas eu conjonction du monde bourguignon et habsbourgeois et du monde espagnol. La mort de Don Juan fait que la couronne espagnole, autant qu'on puisse en parler à ce moment-là, c'est un anachronisme historique de parler d'une couronne espagnole, mais disons que l'Espagne passe du côté de la fille, Jeanne, qui va devenir Jeanne la Folle, nous l'avons déjà dit, et donc inévitablement, comme elle passe du côté de Jeanne, elle passe évidemment du côté du mari, Philippe le Beau, au nom effectivement de... Et il va y avoir un 3e moment, évidemment, dans les conjoints, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, qui va être Philibert de Savoie, dit Philibert le Beau. Hein. Là aussi, vous sentez tout de suite qu'il y a un problème sur les dates. Je vous l'ai dit, elle meurt en 1530. Si vous regardez ici, il naît en 1480, la même année qu'elle. Et en fait, si vous voulez tout savoir, il a été élevé à la cour de France. Où ça, à Amboise. Qui est-ce qui était à Amboise à l'époque? Marguerite d'Autriche. Et donc, en fait, Philibert II de Savoie n'est pas quelqu'un qui va surgir comme ça. C'est pas simple, c'est un mariage dynastique, arrangé par son père, mais c'est aussi un mariage d'amour, comme Don Juan. Ce mariage, évidemment, a l'avantage de
pousser, parce que là, on n'a pas pu récupérer l'Ouest avec la Bretagne, puisque vous le savez, quand Charles VIII est mort, vite, on a démarié Louis XII de la sœur de Charles VIII qui s'appelait Jeanne la Boiteuse, et on lui a fait épouser Anne de Bretagne, hein, qui est la seule femme à avoir été 2 fois reine de France, hein, avec 2 rois différents. Hein. Mais évidemment, on a desserré l'étau à l'ouest, mais là, si vous réfléchissez, si Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne, sœur de Philippe le Beau, devenu l'héritier par sa femme du trône d'Espagne, si Marguerite d'Autriche épouse Philibert de Savoie, ça veut dire que à nouveau le sud-est de la France devient un point, évidemment, d'étau, constitue un des nouveaux éléments de l'étau qui enserre la France. Et comme vous le voyez, vous l'avez prévu tout de suite, elle n'a pas de chance, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va mourir en 1504, hein, c'est-à-dire un peu moins de 3 ans après son mariage. Hein. Il se marie dans ce qui est aujourd'hui le canton de Vaud, qui était un prieuré qui s'appelait le prieuré de Romain-Motier. Il s'y marie le 1er décembre 1501, c'est aujourd'hui devenu une église réformée. Hein. Et il se marie, et le 10 septembre 1504, il meurt. Et c'est à ce moment-là qu'elle va finaliser sa devise. Vous vous souvenez que pour Isabelle d'Este, sa devise était « Nec spe, nec metu », ni par trop d'espoir, ni par trop de crainte. Ici, la devise sur laquelle, effectivement, Marguerite d'Autriche va se fixer est une devise qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Fortune, infortune, fortune. Alors, vous le savez, il y a plusieurs manières d'écrire cela. Fortune, infortune, fortune, c'est-à-dire la constatation d'une alternance. Tantôt il y a de la fortune, tantôt il y a de l'infortune. Il semblerait que sa fortune, c'est d'être née fille de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne, sœur de, etc., etc., mais qu'il y a quand même un certain nombre d'infortunes, le renvoi chez son père par Charles VIII, la mort brutale, évidemment, de Don Juan 6 mois après le mariage, et puis là, la mort 3 ans après le mariage de Philibert de Savoie. Alors, on a dit aussi qu'il faut lire ça fortune, infortune, fort, une, c'est-à-dire que le sort, la fortune, met dans le malheur, l'infortune, fort, énormément, une femme, qui n'est autre, bien sûr, que Marguerite d'Autriche elle-même. Et puis, la dernière interprétation, il y en a d'autres, hein, mais ce sont les plus connus, fortune, infortune, fort, une. L'alternance de la fortune et de l'infortune touche tout le monde, sauf une qui, elle, est au-delà de toute fortune et de toute infortune, vu ce qu'elle a déjà traversé. Donc voilà, donc ça, c'est en tout cas cette devise, fortune, infortune, fortune, est évidemment la devise sur laquelle Marguerite d'Autriche va fixer définitivement son choix après la mort de Philibert de Savoie, après 3 ans de mariage. Alors il y a parmi les historiens, je ne m'y connais pas suffisamment pour pouvoir vous dire ça précisément, et puis je ne suis pas sûr que ce soit absolument, mais a-t-elle été heureuse dans ce 2e mariage? Elle n'a pas eu le temps d'être malheureuse dans le premier, si vous voulez, je veux dire, sauf la mort évidemment de Don Juan. Mais a-t-elle été heureuse? Est-ce que Philibert était un mari très fidèle? Il a certainement, c'est certainement quelqu'un qui manquait visiblement de sens politique, et ça c'est très important. Entre 1501 et 1504, les moments où elle est la femme de Philibert de Savoie, elle va en fait très probablement être la grande puissance politique du duché de Savoie. C'est elle qui gère en fait, qui gouverne le duché de Savoie. Philibert est quelqu'un qui est passionné par la chasse, passionné par les fêtes, certains disent passionné par les femmes, c'est possible aussi. En tout cas, effectivement, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas au travail du gouvernement. Et c'est probablement là sa première expérience politique individuelle, même si elle a toujours évidemment baigné dans un bain de réflexion et de pratique sur le pouvoir, à travers son père, à travers sa mère, à travers son frère, à travers la cour de France à Amboise, à travers la cour d'Espagne.
Mais il semblerait bien que les 3 ans du mariage avec Philibert II soient le moment où non seulement on parle autour d'elle de pouvoir, non seulement elle en voit les aléas, les conséquences, les moments évidemment glorieux et les moments difficiles, elle commence à exercer véritablement un pouvoir. Alors vous le savez, c'est à la suite de la mort de Philibert de Savoie qu'elle va décider de créer un endroit où elle pourra enterrer somptueusement son mari et où, évidemment, elle souhaitera être enterrée auprès de lui. Cet endroit, c'est Brou, le monastère royal de Brou, qui est situé, vous le savez, tout près de Bourg-en-Bresse. Je suis parfois surpris par le fait que des gens qui, par ailleurs, voyagent beaucoup et connaissent beaucoup d'endroits très bien, c'est une sorte de revendication en terre de Franche-Comté de, évidemment, le lien avec le duché perdu, puisque le duché est passé sous l'autorité de la couronne de France. Le jubé est une parfaite illustration, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais le jubé est une parfaite illustration, bien sûr, de cet art gothique flamboyant, où vous voyez que l'ogive s'est déjà cassée. Elle est déjà passée, même s'il y a quelques souvenirs de cela, elle est déjà passée par l'arc qu'on appelle l'arc en accolade, et elle procède maintenant, évidemment, elle débouche maintenant sur ce qu'on appelle l'arc en anse de panier, qui est véritablement la première forme de l'arc renaissant, avant que l'arc renaissant ne revienne au plein cintre pour pouvoir supporter effectivement l'entablement lui-même, référence à l'architecture antique. Ici, vous le voyez, c'est très net, nous n'avons pas d'entablement, c'est-à-dire nous n'avons pas l'architrave, effectivement, ensuite la frise et ensuite la corniche, qui constituent traditionnellement l'entablement de l'architecture renaissante, référée bien sûr à l'Antiquité. Et alors, ce que vous voyez ici est très intéressant, puisque, au fond, Marguerite d'Autriche, qui ne vit pas à Brou et qui n'y reviendra jamais, envoie sur le chantier des gens du Nord, c'est-à-dire des gens des Flandres où elle réside. Et ces gens des Flandres, même si nous sommes dans les années 1506, 7, ces gens des Flandres sont relativement réfractaires à la pénétration de la nouvelle architecture renaissante italianisante. Et donc c'est assez curieux de constater que, au fond, parce que Marguerite envoie à Brou des artisans ou des artistes qui sont des artisans et des artistes nordiques, ce sont des gens qui sont en train de gérer l'héritage du gothique plutôt que d'adopter franchement la nouveauté renaissante antiquisante telle qu'elle aurait pu leur venir effectivement d'Italie. Alors vous le savez, le chœur est consacré à 3 grands tombeaux. Ces 3 grands tombeaux sont d'un côté le tombeau de Marguerite de Bourbon. Alors Marguerite de Bourbon, c'est qui? C'est la mère de Philibert II de Savoie, c'est-à-dire c'est la belle-mère de Marguerite d'Autriche. Et pourquoi elle est là? D'abord, probablement, c'est une sorte quasiment de triangle oedipien, hein, si vous voulez. Il y a la mère, le fils et la belle-fille. Hein. On connaît trop ça pour y revenir maintenant. Mais en même temps, il y a eu très probablement dans l'esprit de Marguerite d'Autriche, en fait, le père de Philibert II était tombé très malade. Marguerite de Bourbon avait fait le vœu de créer un monastère dans les environs de Bourg-en-Bresse s'il survivait. Il a survécu et Marguerite n'a pas exécuté son vœu. Ne pas exécuter son vœu, vous le savez, c'est effectivement de l'ordre d'un péché mortel. Marguerite d'Autriche a, dit-on, suggéré que peut-être la mort si brutale de Philibert après 3 ans de mariage était la punition divine sur le fait que Marguerite de Bourbon, la belle-mère, n'avait pas accompli son vœu. Et donc, Marguerite d'Autriche a décidé d'accomplir le vœu de sa belle-mère, c'est-à-dire de créer un monastère près de Bourg-en-Bresse, à Brou. Il y avait déjà un monastère, mais il fallait complètement le restaurer et le relever, et d'en faire effectivement la nécropole de sa belle-mère, de son mari et d'elle-même. Alors là aussi, il y a très probablement deux je ne peux pas m'attarder trop longuement, mais il y a deux endroits à imiter et avec qui rivaliser. D'un côté, alors, Saint-Denis en France, je ne crois pas. Par contre, la Chartreuse de Chambol, près de Dijon,
créé par Philippe le Hardi, le premier des grands-ducs d'Occident, le premier des Valois-Bourguignons, pour être justement la rivale de Saint-Denis. Ça, c'est très clair que Marguerite d'Autriche connaît Champmol, elle en a entendu parler toute son enfance, et que très probablement Brou est une sorte d'équivalent de Champmol. Et puis, alors là, ça relève plus, à mon avis, de France Dimanche et Ici Paris, mais on ne sait jamais. Vous le savez, Anne de Bretagne a réalisé un des plus somptueux tombeaux de la fin du monde médiéval et du début de la Renaissance. C'est le tombeau de son père, François II de Bretagne, le duc un peu malheureux de la guerre folle, et de sa mère Marguerite de Foix. Vous savez, ce tombeau, il était au couvent des Cordeliers à Nantes. Dieu merci, en 1792-93, un certain nombre de Nantais ont démonté morceau par morceau ce tombeau en marbre de Carrare, pour l'importation duquel, le marbre de Carrare, il avait fallu obtenir l'autorisation personnelle du pape Jules II. Ce tombeau a été démonté morceau par morceau, enterré, et après le concordat napoléonien, il a été déterré et reconstruit, mais on avait bien fait évidemment de l'enterrer, parce que le couvent des Cordeliers où il était avait été complètement détruit, et donc il a été remonté dans le transept sud de la cathédrale de Nantes. Il paraît que Marguerite d'Autriche voulait rivaliser avec... Bon, là, nous verrons. Voilà. Alors, première personne enterrée ici, Marguerite de Bourbon, donc sa belle-mère. La sculpture est absolument époustouflante. C'est un des moments les plus... Et alors, la sculpture, elle, est plus probablement une sculpture renaissante, même si elle a été réalisée par un Allemand. Je trouve qu'il y a c'est très curieux. Les corps et les visages sont des corps renaissants. Tout l'ensemble architectural, général à l'extérieur et aussi dans l'architecture des tombes, est plutôt, effectivement, gothique flamboyant. Alors ensuite, vous avez effectivement le tombeau de Marguerite d'Autriche elle-même, dont vous voyez qu'il est sur deux niveaux. C'est-à-dire, ici, effectivement, le corps public, l'ancienne femme de Charles VIII, l'infante d'Espagne et finalement la duchesse de Savoie, et en dessous, vous avez effectivement le gisant, c'est-à-dire le corps privé, le corps nu qui paraîtra effectivement devant son sauveur au moment du jugement dernier. Alors, elle a convoqué effectivement un personnage allemand qui s'appelait Konrad Meith, auquel elle a fait réaliser ses tombeaux. Et si vous regardez ici, vous avez les deux somptueux Putti qui sont en train de tenir les armes, effectivement, de Marguerite d'Autriche au-dessus de sa tête couronnée, armes qui comprennent d'un côté l'Autriche, l'ancienne Bourgogne, la Bourgogne des Capétiens, Philippe de Rouvre, la nouvelle Bourgogne, la Bourgogne des Valois, et puis, effectivement, les Flandres et le Brabant, représentés par, effectivement, les lions rampants. Et puis, si vous regardez attentivement, bien sûr, vous avez maintenant le blason complet de Marguerite d'Autriche. Ça, c'est son ascendance à elle et son héritage, bourguignon et flamand. Et ça, bien sûr, c'est le duché de Savoie, auquel elle a droit par son mariage. Et vous voyez que le blason qui est tenu au-dessus de sa tête par les deux Putti combine effectivement l'héritage personnel et puis ce qu'elle acquiert par son mariage avec Philibert. La voilà évidemment dans son costume de femme âgée et de personnage politique fondamental du XVIe siècle, et la voici somptueusement habillée, très légèrement, avec ses cheveux déployés sur les épaules, dans effectivement le gisant. Et vous avez un peu partout, bien sûr, cet extraordinaire travail des entrelacs qui lie à plusieurs reprises, on ne le voit pas ici, mais j'aurais peut-être dû vous en rapporter un, les deux initiales P et M, Philibert et Marguerite, que l'on retrouve. Et puis ensuite, au centre, donc, alors si vous regardez vers le cœur, ayant sa mère à sa droite et sa femme à sa gauche, au centre, en face du maître-autel, vous avez Philibert, bien sûr, celui pour qui Brou a été créé. Philibert, qui lui, donc encore une fois, est lui aussi représenté sous deux formes. Dans la partie supérieure, le corps public, le duc de Savoie.
dans la partie inférieure, Philibert, celui que son sauveur appellera par son nom lors du jugement dernier, et sur qui le sauveur prononcera soit la condamnation éternelle, soit la justification éternelle. Et alors, ce qui est magnifique, alors vous retrouvez ici les arbres de Savoie que nous venons de voir, évidemment, dans le blason de Marguerite d'Autriche, et ce qui est superbe, alors là, est très, très, très Renaissance italienne, ce sont les putti, c'est-à-dire cette combinaison des angelots et des cupidons qui soutiennent évidemment tous les éléments, comme vous le voyez ici, le marteau de combat, ici, et le aume, bien sûr, le Philibert, homme de guerre, ou alors cette représentation absolument somptueuse, effectivement, des putti qui accompagnent le corps du duc défunt. Et vous le savez, les statues qui entourent la tombe de Philibert sous le gisant et sous le personnage public, ces statues sont considérées à juste titre parmi les chefs-d'œuvre de la sculpture de transition entre la fin du monde gothique et le monde renaissant, en particulier cette extraordinaire Sibylle Agrippa. Ce sont des figures de Sibylle, prophétesse de l'ancien, prophétesse du monde païen, qui sont au pied effectivement du tombeau, que l'on retrouve ici, et qui sont considérées là aussi à juste titre parmi les très grandes œuvres du début de la Renaissance nordique. Pour évidemment décorer cet endroit absolument exceptionnel, on commandera des tableaux, soit on utilisera des tableaux qu'on possédait déjà, un Roger van der Weyden aujourd'hui disparu, et comme le Roger van der Weyden est privé de ces deux panneaux latéraux, on commandera, excusez du peu, à quelqu'un qui s'appelle Hans Memling, deux panneaux latéraux pour représentant deux anges, l'un avec une épée et l'autre avec une branche d'olivier. L'ange à la branche d'olivier, vous le voyez, est aujourd'hui au Louvre, et c'est pour ça que je vous l'ai rapporté ici. Alors, je vous ai dit, en face du maître-autel, le cercueil de Philibert, à droite celui de sa mère, à gauche celui de sa femme, et à gauche du cercueil, à gauche du monument funéraire de Marguerite d'Autriche, vous avez sa chapelle privée. La chapelle privée où elle était censée venir prier elle-même pour le repos de son âme, l'âme de son mari, et où elle n'est jamais venue, puisque, évidemment, elle n'est jamais revenue à Brou. Ce sont des sculpteurs brabançons, c'est-à-dire des sculpteurs de la région du Brabant, de la région de Bruxelles, qui ont été envoyés par Marguerite pour sculpter le fameux retable des 7 joies de la Vierge, retable en albâtre absolument exceptionnel, dont je vous montre deux détails. D'abord, l'extraordinaire Annonciation, où vous voyez la Vierge ici, qui est en train effectivement de recevoir la visite de l'archange Gabriel, et puis la très belle scène de la Visitation, où vous avez effectivement Élisabeth qui accueille Marie et qui met la main sur le ventre, évidemment, de la Vierge, avant de chanter, avant de célébrer effectivement l'honneur que lui fait la mère de son Seigneur en venant à elle, et avant que Marie, bien sûr, ne prononce le Magnificat. À l'arrière, vous avez Joseph et Zacharie, bien sûr, qui sont représentés, les deux époux des deux femmes à naissance miraculeuse. Et puis, en plus de cette décoration sculptée et peinte, vous avez une série absolument exceptionnelle de stalles réservées pour les moines augustins qui sont censés prier pour le repos de l'âme de Philibert, de sa mère, de son père, et stalles sculptées superbes, où vous avez ici Suzanne, évidemment accusée par les Villiards, et le jeune Daniel qui va la sauver, et puis ici, la multiplication des pains par le prophète Élisée, antétype classique dans l'Ancien Testament, des multiplications des pains, bien sûr, par le Christ dans le Nouveau Testament, plus un certain nombre de détails de sculptures extraordinaires. Je vous montre ça pour vous montrer que tout en étant jamais revenue sur le chantier, elle n'a cessé à la fois de dépenser un argent fou pour Brou, de choisir avec un goût absolument remarquable les artistes qu'elle a envoyés sur place, et finalement de contribuer, enfin non seulement de contribuer, parce que à l'époque, si vous voulez, les artistes sont plus des artisans et en fait, elle se voit elle-même comme l'auteur de Brou. C'est-à-dire c'est elle qui conçoit Brou, c'est elle qui conçoit tous les éléments qui le composent, et elle en fait effectivement un de ses titres de gloire. Ici, un autre vitrail qui représente, vous le voyez évidemment, les pèlerins d'Emmaüs, c'est la chapelle de Antoine de Montecouteau, qui était son chapelain, auquel qu'elle a autorisé à avoir sa chapelle funéraire à l'intérieur de Brou, auprès d'elle, avec un décor, vous voyez, qui mélange de façon très extraordinaire des éléments de gothique flamboyant et des éléments de renaissance antique
italienne, italianisante, tout à fait remarquable. Alors, les hommes, Henri VII Tudor, Philibert meurt en 1504, après 3 ans de mariage. Son père et son frère n'ont qu'une idée, c'est de la remarier. Ils vont lui proposer Henri VII Tudor. Alors Henri VII, vous le savez, c'est le fondateur de la dynastie Tudor, c'est un Lancastre qui épouse la dernière des York pour mettre un terme à la guerre des 2 roses. Ensemble, ils vont fonder la rose des Tudors, mélange de la rose blanche des York et de la rose rouge des Lancastres, qui deviendra l'emblème d'une dynastie avec Henri VIII, Édouard VI, Marie Tudor et Élisabeth Ier. La dynastie se terminera en 1603 avec la mort d'Élisabeth Ier. Élisabeth d'York, la première femme d'Henri VII, meurt en 1503. Et donc, quand Philibert de Savoie meurt en 1504, Henri VII est libre. Et Maximilien de Habsbourg et Philippe le Beau n'hésitent pas. Ils disent à leurs filles et sœurs, tu vas épouser Henri VII. Et là, elle dit non. Comme si, d'une certaine manière, elle ne voulait pas... Voilà. Alors, tout ceci va se compliquer encore parce que nous sommes ici à Burgos, dans la Casa del Cordón, la maison du cordon, maison qui est très importante parce que vous ne le voyez probablement pas très bien ici, mais le 23 avril 1497, c'est là que Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille reçoivent Christophe Colomb à l'issue de son 2e voyage et lui confirment ses privilèges. Donc vous voyez que Marguerite d'Autriche, par son frère, est près de cette fameuse explosion du monde qu'a connue évidemment le monde au moment de la découverte de l'Amérique. Et donc dans cette maison du Cordon, le 25 septembre 1506, là aussi, Philippe le Beau, le frère de Marguerite d'Autriche, le frère aîné, de 2 ans son aîné, le mari de Jeanne, fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, Philippe le Beau meurt brutalement le 25 septembre 1506. Et à partir de ce moment-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa femme s'enfonce dans la folie, laissant évidemment abandonner, sans tutelle éducatrice forte, les enfants nés de ce mariage, dont surtout l'aîné, Charles, qui, après la mort de son oncle, Don Juan, et après la mort de son père et la folie de sa mère, se retrouve inévitablement l'héritier des Flandres, de toutes les possessions germaniques des Habsbourg, y compris l'Autriche, bien sûr de l'Espagne, et en plus des colonies nouvellement découvertes et conquises en Amérique. C'est absolument énorme. Hein. Et quand son père meurt et que sa mère sombre dans la folie, il a 6 ans, puisqu'il est né en 1500 dans la ville de Gand. Le voilà ici, Philippe le Beau, hein, avec sa sœur Marguerite d'Autriche. Vous avez ici Maximilien de Habsbourg, à gauche l'empereur, et son fils Philippe le Beau qui vient de mourir. Et vous avez ici le petit Charles, futur Charles Quint, à l'âge de la mort, enfin, à 6-7 ans, au moment où meurt son père, et à droite, vous avez sa mère, qui va devenir Juana la Loca, Jeanne la Folle, hein, accompagnée de Charles, qui est ici, évidemment, au plus près de sa mère, et qui porte le chapeau à plumes, et de son frère Ferdinand, auquel, au moment de l'abdication, encore une fois, Charles abandonnera la partie germanique de l'Empire. Et alors, je crois qu'on peut dire que le dernier homme de la vie, bien sûr, de Marguerite d'Autriche, c'est son neveu, qui va en fait devenir l'enfant qu'elle n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'elle va complètement l'élever, à la fois personnellement, corps privé, et en même temps corps public, c'est-à-dire qu'elle va en faire, elle va le préparer à l'exercice du pouvoir, dont elle a vu des exemples essentiels à travers son père et sa mère, Maximilien et Marie, à travers pas tellement le dauphin Charles, futur Charles VIII, mais plutôt Anne de Beaujeu, sa belle-sœur, qui a assuré elle-même l'éducation de Marguerite au château d'Amboise et de Loches, et puis ensuite l'exercice du pouvoir, évidemment, auprès de Don Juan, son mari, héritier normalement de la couronne dite d'Espagne par nous aujourd'hui, et puis, bien sûr, Philibert de Savoie. Et Charles Quint va être finalement la grande œuvre de la vie de Marguerite d'Autriche. C'est une femme dont la vie va se réaliser par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ça, je crois que c'est extrêmement important, et en ça,
elle est fondamentale et elle est féminine. Vous le savez aujourd'hui, les femmes doivent normalement s'arrêter de travailler à 16 heures, je ne sais plus si c'est 34 ou 43, parce que maintenant elles travaillent gratuitement. Hein. Pendant très longtemps, les femmes n'ont été que des attributs du masculin. On l'a vu avec la Guénoire d'Eliten, on l'a vu avec Isabelle d'Este, même si ce sont des femmes absolument prodigieuses qui, en dépit de ces contraintes sociologiques, ont réussi à récupérer une véritable maîtrise, enfin, une étonnante maîtrise de leur vie, de leurs décisions, de leurs actions, etc. Elles peuvent le faire directement, elles peuvent le faire par la médiation d'une personne. Et dans le cas de Marguerite d'Autriche, c'est très clair, cette femme est parvenue au pouvoir par la médiation de quelqu'un qu'elle a formé pour l'exercice du pouvoir. Et ça, c'est tout à fait éblouissant. En mars 1507, son père, c'est probablement une des décisions les plus brillantes qu'il ait prises, son père lui demande de devenir régente des Pays-Bas, c'est-à-dire de gouverner les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas à l'époque, il faut comprendre, si vous voulez, en gros, depuis pratiquement l'île jusqu'au Zuiderzee actuel, encore une fois. Hein. Ce ne sont pas les Pays-Bas d'aujourd'hui, hein. C'est les Pays-Bas qui comprennent les Provinces-Unies et les Flandres du Sud et la Wallonie actuelle. En mars 1507, avec ce titre de régente des Pays-Bas, elle devient de facto la tutrice de l'héritier, évidemment, de toutes ces couronnes, c'est-à-dire, évidemment. Et alors, vous avez ici, regardez, c'est quand même très étonnant, vous avez ici, effectivement, c'est un peu, probablement ceux du fond, je suis désolé, ça ne va pas être très visible, mais vous voyez qu'ici, on descend en dessous. Alors, évidemment, le duché de Bourgogne, lui, est passé du côté français, mais le comté de Bourgogne, la Franche-Comté d'aujourd'hui, elle est bel et bien, effectivement, dans les possessions de Marguerite d'Autriche, qui sont marquées ici en jaune. Ces possessions de Marguerite d'Autriche, à titre personnel, elle les léguera à sa mort à son neveu Charles Quint, confortant ainsi évidemment son autorité sur lui. En 1515, on n'a jamais, je crois, très bien compris ce qui s'est passé. Elle est depuis 8... Alors, Marignan, bien sûr, hein, ça c'est clair. Mais nous ne sommes pas de ce côté-là, si nous sommes de l'autre côté. Hein. En 1515, il s'est passé quelque chose que je crois les historiens ont encore un peu de mal à interpréter aujourd'hui. En tout cas, Charles Quint, à l'âge de 15 ans, a revendiqué l'exercice personnel du pouvoir contre ses deux grands-pères, qui, je crois, l'ennuyaient énormément, hein. Et puis un certain nombre d'aristocrates qui entourait ses grands-pères. Et le prix à payer pour cette revendication d'un pouvoir personnel de Charles Quint, ça a été évidemment, comment dirais-je, la marginalisation de Marguerite d'Autriche. C'est-à-dire que, alors que depuis 8 ans, elle exerçait la régence et elle dispensait à Charles Ier, Charles Quint, l'éducation de prince dont il témoignerait dans l'efficacité de son action tout le reste de sa vie, elle se trouve brutalement écartée, elle n'est probablement pas la cible de cette décision, elle en est inévitablement la conséquence, c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, si vous voulez. Elle est un dégât collatéral de la manière dont Charles Quint revendique un exercice personnel du pouvoir. Elle en souffre énormément, on le sait, elle l'a dit à plusieurs reprises, et elle se réfugie à ce moment-là. Elle y était déjà, mais là elle s'y enferme, en se tenant à l'écart du pouvoir, dans son palais, tel qu'on le voit aujourd'hui à Malines, puisque vous savez que Malines a été la résidence principale tout au long de son... Après la mort de Philibert, donc de Savoie, elle s'est installée à Malines et elle y a passé pratiquement tout le reste de sa vie, tout en voyageant effectivement beaucoup, mais sa résidence principale c'était Malines. Et après 1515, elle va effectivement s'installer à Malines et y mener une vie, alors qu'il ne sera plus concernée par le pouvoir politique, puisqu'elle a le sentiment qu'elle en a été écartée. Vous voyez qu'elle a construit un jardin à l'italienne dans ce palais de Malines. Or, il n'y avait pas de jardin à l'italienne dans le Nord à l'époque, ça a été une contribution majeure. Et alors, évidemment, elle a absolument rassemblé autour d'elle des gens fondamentaux, dont il faut bien dire, le premier est Érasme. Ça, c'est quand même tout à fait remarquable. Si on voulait une preuve de l'intelligence absolument prodigieuse de Marguerite d'Autriche, on la trouverait dans le fait que quand elle se trouve écartée de l'exercice quotidien du pouvoir, au lieu de plonger dans la rancœur, même si on pense qu'elle a été assez bouleversée au niveau émotionnellement par
cette sorte de geste brutal de Charles Quint, l'écartant du pouvoir, mais encore une fois, ça n'est probablement pas elle qui est la destinataire fondamentale du geste, eh bien, elle rebondit dans une vie intellectuelle qui est à la fine pointe de tout ce qui se fait dans l'Europe à l'époque, c'est-à-dire la question de comment rassembler effectivement les forces humanistes autour du catholicisme et ne pas les laisser partir, évidemment, vers la réforme. Érasme, un des grands disciples de Erasme, Louis Vives, qui est à la fois un littéraire, mais aussi, bien sûr, à l'époque, un astronome. Vous savez qu'à l'époque, on est dans une sorte de zone intermédiaire entre une connaissance astrologique qui étudie l'influence des astres sur les destinées humaines, à la fois individuelles et collectives, et puis les commencements d'une astronomie qui va étudier les mouvements des astres pour eux-mêmes, en acceptant le fait que ce qui se passe au niveau des astres n'a probablement pas d'influence sur la Terre. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est fasciné par les problèmes, disons, de biologie et de botanique. Et puis, elle va rassembler aussi un personnage qui s'appelle Cornelius Agrippa. C'est une de ces figures de savants protéiformes. C'est vraiment la fin du monde médiéval et le début de la Renaissance. On n'est pas encore loin de là dans l'apparition des sciences humaines qui attendront le XVIIIe siècle. On est souvent entre des gens qui sont à mi-chemin entre le mage, le magicien et le savant. Mais Cornelius Agrippa, né à Cologne, est un parfait représentant de ce savant renaissant qui commence à réclamer une sorte d'autonomie du droit intellectuel, de l'investigation scientifique, plus soumis aux dictats effectivement dogmatiques de la religion. Et vous le savez, c'est Cornelius Agrippa qui aura à son propos cette phrase magnifique: une princesse qui, plus que toutes les femmes illustres de notre siècle, m'est apparue comme un exemple unique de la noblesse et de l'excellence des femmes. Et puis, elle est passionnée de musique. Et c'est très important, vous le savez, un des musiciens les plus importants de cette période-là, c'est-à-dire encore une fois ce borderline, cette ligne un peu diffuse entre la fin du monde médiéval et le début de la Renaissance, c'est Josquin des Prés. Josquin des Prés est à Malines auprès d'elle, comme d'ailleurs un autre musicien très important dont je vous ai donné ici la reproduction d'une partition dans un codex de la famille siennoise Chigi, Jean Ockeghem. Aussi bien Josquin des Prés que Jean Ockeghem sont ces musiciens de cour. Et donc, cela veut dire que dans le domaine intellectuel, proto-scientifique et artistique musical, elle se tient véritablement à l'extrême pointe de ce qui est le plus en avance, et elle compense cette espèce de perte de pouvoir politique qui a certainement été cruelle pour elle, par au contraire la revendication d'une position en pointe dans le domaine intellectuel et artistique qui est très importante. Le 12 janvier 1519, vous le savez, Maximilien de Habsbourg meurt, et Charles Ier d'Espagne décide qu'il va être candidat à l'élection qui déterminera la succession au trône impérial de son grand-père. Et il rappelle à ce moment-là, auprès de lui, 4 ans après son apparente exclusion, et je pense que le fait que la mort du grand-père, la candidature impériale, soit liée directement dans le temps au rappel de Marguerite d'Autriche, montre bien que Marguerite d'Autriche n'avait pas été exclue à cause d'elle, mais bien elle était encore une fois un dégât collatéral de la revendication d'autonomie du pouvoir par Charles Quint. Le 12 janvier 1519, donc, Maximilien de Habsbourg meurt, Charles se porte candidat à sa succession. Ceux d'entre vous qui sont comme moi, mais qui est encore intéressé par ça, des fans d'Hernani de Victor Hugo, vous vous souvenez probablement effectivement du long monologue de Charles, futur Charles Quint, devant le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, attendant les résultats de l'élection impériale. Son concurrent, bien sûr, c'est François Ier, le roi de France, et vous le savez, finalement, c'est Charles qui, après avoir été Charles Ier d'Espagne, va devenir Charles Quint d'Allemagne, grâce à cette élection. Et là, Marguerite d'Autriche sera probablement son grand agent électoral. C'est-à-dire, c'est elle qui va prendre contact avec tous les électeurs germaniques, probablement dispenser ici et là quelques avantages sonnants et trébuchants, qui ont permis de convaincre
quelques volontés vacillantes ou de supprimer quelques doutes. En tout cas, elle est un agent électoral d'une efficacité absolument totale. Charles lui vouera une reconnaissance éternelle de cette élection et la confirmera aussitôt après l'élection dans son rôle de régente des Pays-Bas. Il lui laissera complètement, effectivement, la maîtrise des Pays-Bas, c'est-à-dire encore une fois de la Belgique, de la Hollande actuelle, de 1519 à sa mort en 1530. Et c'est donc en tant que régente des Pays-Bas qu'elle va devenir une personnalité véritablement européenne. Elle va devenir c'est idiot parce que vous le savez, on a parlé de la reine Victoria comme la grand-mère de l'Europe, elle devient en tout cas probablement une des puissances incontournables dans l'Europe de l'époque. Vous avez ici le sacre de Charles Quint à Aix-la-Chapelle dont elle est largement responsable. Et alors c'est là où je suis obligé de faire un tout petit retour en arrière pour vous rappeler quand même que à l'époque de Philibert II et de Marguerite d'Autriche, le duché de Savoie et la principauté de Piémont n'étaient qu'un seul et même État, qui avait, vous le savez, deux capitales, Chambéry et Turin. Alors ça, évidemment, pour nous, ça nous paraît un peu fou, parce que nous sommes les héritiers, pas toujours suffisamment conscients, de la grande doctrine des frontières naturelles du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on pensait qu'une nation ne pouvait exister qu'à l'intérieur de frontières naturelles sûres. Pour la France, vous savez, c'est à peu près clair. Au nord, il y avait de l'eau, à l'ouest, il y avait de l'eau, au sud-ouest, il y avait des montagnes, au sud, il y avait de l'eau, et au sud-est, pendant très longtemps, il y avait des montagnes, et puis ensuite, il y avait malheureusement la plaine. C'est toujours par là que les ennuis sont venus, si vous vous en souvenez. Et donc, voilà, et ça, c'est aujourd'hui notre théorie des frontières naturelles, qui nous a valu de longs efforts pour essayer de faire monter l'Hexagone jusqu'à la rive gauche du Rhin, qui aurait été la frontière naturelle évidente. Eh bien, à l'époque, on pouvait parfaitement asseoir une autorité politique à cheval sur une frontière naturelle comme les Alpes, puisqu'encore une fois, le duché de Savoie et la principauté de Piémont avaient une double capitale, une qui était Chambéry et l'autre qui était... Les gens, quand ils vont au musée de Chambéry, se demandent toujours comment il peut y avoir un aussi beau portrait de ce merveilleux peintre italien qui s'appelle Pisanello. C'est tout simplement parce que Pisanello a très probablement envoyé ce portrait, ou ce portrait était la possession de quelqu'un qui gravitait dans l'entourage du duc de Savoie, qui eux-mêmes, étant aussi princes de Piémont, passaient leur temps à se promener, si je puis dire, entre Turin et, évidemment, et Chambéry. Alors, si vous regardez attentivement, évidemment, je ne vois plus ici parce que la carte est un tout petit peu petite. Turin est là, pardon, que je ne perde pas non plus le micro. Turin est là, et un tout petit peu vers ici, vous devez avoir ici peut-être une petite ville qui s'appelle Vercelli. Et ça, c'est très important parce que près de Vercelli, vous avez un petit village qui s'appelle Gattinara. Et c'est effectivement en 1465 que Mercurino Gattinara est né dans la petite ville de Gattinara. Vous savez, beaucoup de gens à la Renaissance portent le nom de leur village. Aujourd'hui, si je vous dis Michelangelo Merisi, parce que vous êtes cultivé, vous savez très bien de qui il s'agit, mais dans la plupart des cas, évidemment, les gens ignorent que Michelangelo Merisi porte le nom de son village natal qui s'appelle Caravaggio, et donc le Caravage, tout simplement. De même que Paolo Cagliari, vous savez tous qui c'est, mais un certain nombre de personnes ignorent que Paolo Cagliari étant né à Vérone, il s'appelle Il Veronese, le Véronais. Et donc, Mercurino Gattinara, c'est quelqu'un qui, effectivement, est né à Gattinara, près de Vercelli, donc dans la principauté de Piémont, elle-même rattachée au duché de Savoie, ou elle-même partie prenante de la même identité nationale que le duché de Savoie. Or, Gattinara, ici représenté par un peintre flamand, peu importe, Gattinara est probablement un des plus grands juristes de l'époque. Il gravite irrésistiblement vers le sommet du pouvoir, il va devenir un des conseillers principaux de Philibert II. C'est là qu'il va être repéré par Marguerite d'Autriche, la femme de Philibert II, qui, après la mort de son mari, va se l'attacher et va en faire son homme de confiance. Et elle va l'emmener avec elle, loin de la Savoie-Piémont, vers les Flandres. Et non seulement vers les Flandres, mais vers le comté, la Franche-Comté. Alors, s'il y a des gens de Dole ici qui me pardonnent, c'est vrai que
on a un tout petit peu de mal aujourd'hui à imaginer que Dole a été une des capitales culturelles européennes. Mais Dole a été une des capitales culturelles européennes. Ça a été en particulier probablement vers le tout début du XVIe siècle, une des plus grandes facultés de droit en Europe. Et Gattinara a combiné son activité de conseiller de la régente avec une activité de, disons en gros, doyen de la faculté de droit de Dole dans le Jura. Et ça, c'est extrêmement important, parce que progressivement, Marguerite d'Autriche va envoyer Gattinara de plus en plus au contact de son neveu Charles Quint. C'est-à-dire qu'elle va en faire un des conseillers de Charles Quint. Et elle va même lui dire, le jour où je disparaîtrai, il faudra t'appuyer sur Gattinara. Le seul problème, c'est qu'ils vont mourir la même année tous les deux, en 1530. Mais il y a évidemment cette histoire complètement folle qu'on a oubliée aujourd'hui. Même quand vous allez, il m'arrive d'aller en Franche-Comté pour faire des séminaires dans des entreprises, etc. Et je commence toujours par un petit détour historique en leur disant, mais est-ce que vous savez qu'il y a eu un moment où la Franche-Comté gouvernait le monde? Alors généralement, les gens regardent en disant, ça y est, on nous a encore envoyé un fou, enfin bon, voilà. Et le personnage que vous voyez là, c'est une toile, vous savez, d'un petit peintre mineur, qui était né à Piave di Cadore, et qui s'appelle, qu'on connaît dans l'histoire de la peinture, sous le nom de Tiziano, le Titien. Quand vous vous faites faire votre portrait par Titien, c'est généralement que vous n'êtes pas le dernier des derniers. Hein, voilà. Et ce personnage, qui ne s'est jamais appelé de Granvelle, qui s'appelait tout simplement Nicolas Pernaut, mais qui ensuite est devenu Nicolas Pernaut de Granvelle, 1486-1550. Voulez-vous me dire où il est né? Oh, ben, tout simplement, il est né dans une ville que l'on connaît aujourd'hui parce qu'elle est le lieu de naissance de Gustave Courbet, c'est-à-dire Ornans. Et la maison que vous avez là, que je crois probablement certains d'entre vous ont dû visiter avec moi lors d'une réflexion de plusieurs jours sur la Franche-Comté habsbourgeoise, hein, cette maison qui est aujourd'hui en vente, c'est la maison familiale des Pernaut. C'est là que Nicolas Pernaut est né. Or, dans les années 1540, 10 ans après la mort de Gattinara, on disait couramment en Europe, il y a 3 personnages fondamentaux en Europe, le pape, l'empereur et M. Granvelle. Et donc, l'Europe, le monde, en fait, à l'époque, hein, la Chine, mais une grande partie du monde, a été gouverné par un né natif d'Ornans. Né natif d'Ornans, qui avait fait ses études de droit à la faculté de Dole, où il avait été repéré par Gattinara, qui, de même que Marguerite d'Autriche avait dit à Charles Quint, le jour où je n'y serai plus, Gattinara pourra te consulter, Gattinara avait dit à Marguerite d'Autriche, le jour où je n'y serai plus, c'est Nicolas Pernaut sur lequel il faudra vous appuyer. Et donc, comme Gattinara et Marguerite d'Autriche sont morts en même temps, c'est Charles Quint qui s'est appuyé sur Nicolas Pernaut. Et Nicolas Pernaut de Granvelle est devenu chancelier de Charles Quint. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du pouvoir que ça pouvait représenter à l'époque. Ce roturier franc-comtois, né natif d'Ornans, qui au niveau de l'histoire est peut-être tout au moins aussi important que Gustave Courbet, est complètement aujourd'hui oublié, alors qu'on fait de Ornans à juste titre la petite ville natale de Gustave Courbet, mais c'est aussi la ville natale, bien sûr, de Nicolas Pernaut, hein, qui ensuite a récupéré le titre de Granvelle, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça, qu'aujourd'hui, on a le culot à Besançon d'appeler le musée du temps. C'est en fait le palais Granvelle. Construit, premier exemple d'architecture d'influence Renaissance italienne, en Franche-Comté. Et les Granvelle avaient 2 palais. Un, évidemment, à Besançon, et l'autre à Bruxelles, détruit aujourd'hui complètement. Et de ces 2 palais, Nicolas Pernaut passait son temps à aller, effectivement, à Malines, puis ensuite, évidemment, à suivre l'empereur. Hein. Vous retrouvez ici parfaitement les arcs, évidemment, en lance de panier, mais vous apercevez pour la première fois non pas effectivement une architrave et une archivolte, au-dessus de laquelle vous avez un début d'entablement antiquisant qui montre bien que là, on n'est plus dans du gothique flamboyant, mais dans du Renaissance. Et Nicolas Pernaut de Granvelle a eu un fils, que vous voyez ici, qui s'appelle Antoine Pernaut de Granvelle,
qui sera cardinal de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Où est-ce qu'il est né, Antoine Père de Granvelle? Papa était né à Ornans. Fiston est né à Malines, comme par hasard, parce que c'est le lieu du pouvoir. Il sera concurremment archevêque de Naples et de Besançon. Et ça vous montre à quel point. Alors, on ne prête qu'aux riches. Mais l'histoire en fait celui qui aurait payé l'assassin de Guillaume le Taciturne à Delft, au moment effectivement de la révolte des Flandres du Nord réformés contre l'autorité de Philippe II. Il a été, avant sa disgrâce, le chancelier de Philippe II, c'est-à-dire le premier ministre de Philippe II, comme son père avait été le premier ministre de Charles Quint. C'est absolument étonnant. On oublie complètement ça. Ceci n'aurait jamais été possible. On parle aujourd'hui de réseau. Alors ça, les gens vous disent, ah là là, mais aujourd'hui, les grands réseaux, c'est magnifique, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Mais le réseau, il est là. Il est là bien avant. Alors, il n'a pas exactement les mêmes moyens de fonctionnement, mais on est complètement dans une culture de réseau. C'est-à-dire, si par hasard, Marguerite, évidemment, d'Autriche, n'avait pas amené son Gattinara avec elle de la Savoie-Piémont, ne l'avait pas installé doyen de la faculté de droit de Dole, si à la faculté de droit de Dole, Gattinara n'avait pas repéré, effectivement, Nicolas Pernot, et ne lui avait pas dit à la régente, il faudra vous appuyer sur lui le jour où je n'y serai plus, il n'y aurait jamais eu, effectivement, de carrière des grands-mères. C'est ça qui est très étonnant. Et ça, c'est magnifique. Ce tableau superbe de Sebastiano del Piombo, qui représente un personnage qui s'appelle Ferry Carondelet. Probablement, vous n'êtes jamais allé au presbytère de l'église Notre-Dame à Dole, qui était à cette époque-là une cathédrale. Mais le presbytère de l'église Notre-Dame à Dole, c'était le palais familial d'une petite famille de hobereaux locaux qu'on appelait les Carondelet. Et Ferry Carondelet a fait ses études où? Vous aviez déjà deviné, à la faculté de droit de Dole. Qui est-ce qu'il a rencontré à la faculté de droit de Dole? Un personnage qui s'appelait Gattinara. Qui a dit à Marguerite d'Autriche, le petit Gattinara est très bien, c'est un très bon diplomate. Et du coup, Ferry Carondelet est parti comme envoyé de Marguerite d'Autriche auprès du pape. Et Jules II a dit à la régente, « Oh, il est très bien votre type, je le prendrai bien pour moi, est-ce que vous me le donnez ?» Et donc, il est devenu, effectivement, l'ambassadeur du pape. C'est grâce à lui que l'abbaye de Montbenoît, en Franche-Comté, a été complètement italianisée dans sa décoration intérieure, car il en était l'abbé commandataire. Et ceux d'entre vous qui connaissent bien la cathédrale de Besançon, vous savez qu'à la cathédrale de Besançon, il y a un fantastique Fra Bartolomeo, que je n'ai pas rapporté ici, premier grand maître du maniérisme italien, dans lequel, à droite de la représentation de la Vierge et des anges, vous avez le donateur, qui est le donateur Ferry Carondelet, qui a donné cette toile à la cathédrale de Besançon parce que c'est un franc-comtois. Et ici, vous avez son portrait en ambassadeur par Sebastiano del Piombo, qui se trouve aujourd'hui dans la collection Thyssen-Bornemisza, avec ses deux secrétaires, celui auquel il est en train de dicter du courrier et celui qui écoute derrière. Les Carondelet sont une famille de franc-comtois qui a joué un rôle fondamental dans la diplomatie de la première moitié du XVIe siècle, uniquement grâce à la Marguerite Connection, si vous voyez ce que je veux dire. Et regardez ça, c'est Jean d'Andelot. Je ne sais pas si vous êtes jamais allé à Pem, dans la Haute-Saône. Pem, dans la Haute-Saône, c'est un peu perdu, mais j'adore Pem. Et quand vous entrez dans l'église de Pem, qui est très ordinaire, vous trouvez tout d'un coup, en face de la porte d'entrée, une somptueuse chapelle entièrement réalisée en marbre polychrome. Et dans cette chapelle, vous avez ces deux statues. Le frère, Nicolas, que vous voyez en moine, et puis l'autre frère, Jean. Jean, c'est celui qui, de ses mains, a fait prisonnier François Ier sur le champ de bataille de Pavie. Au nom du connétable de Bourbon, lui-même ayant trahi François Ier, étant passé au service de Charles Quint. On a dit longtemps, je crois qu'on est revenu maintenant, que Jean d'Andelot aurait été la dernière personne à laquelle Charles Quint aurait serré la main avant de rentrer dans le monastère de Yuste. C'est faux, parce qu'il était mort probablement quelques semaines avant l'entrée. Il était probablement au courant du projet de Charles Quint, mais il ne l'a pas accompagné jusqu'à la porte de Yuste. Mais ça aussi, c'est la Margaret Connection, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très très étonnant. Et vous voyez, quand les gens vous parlent aujourd'hui d'une identité européenne difficile, etc., c'est quand même très formidable de voir ça. Alors, une des plus grandes œuvres, celle pour laquelle Marguerite Yourcenar a toujours rendu hommage à Marguerite d'Autriche, c'est le 24 juillet 1529, c'est-à-dire la signature, effectivement, de ce qu'on appelle la paix des dames, dans l'hôtel Saint-Paul à Arras, si mes souvenirs sont bons, mais c'est peut-être pas ça. J'ai un trou là tout d'un coup. De la paix. Oui, quelqu'un se souvient?
Cambrai, c'est ça. Voilà, je sais que c'est une ville du Nord, mais vous voyez, à force de raconter n'importe quoi. Cambrai, heureusement que vous êtes là. Hein, voilà. Et donc, ça c'est très important, parce que là aussi, je suis désolé, c'est des histoires de connexion. Ça c'est qui? Tenant le gouvernail de la nef de France. Ben, c'est Louise de Savoie, la femme de Charles d'Angoulême, la mère de François d'Angoulême, qui deviendra roi de France sous le nom de François Ier. Or, qui c'est Louise de Savoie? C'est la sœur de Philibert II. Et qui c'est Philibert II? C'est le mari de Marguerite d'Autriche. Donc, la mère de François Ier et la Charles Quint qui l'a élevée sont belles-sœurs. Et donc, c'est elles qui réaliseront la paix des dames. Vous vous souvenez de ce moment absolument extraordinaire, bien sûr, où Louise de Savoie est en train de déambuler à la cour sous le règne de Charles VIII, et où un moine, Saint François de Paule, pas Saint Vincent de Paul, ça n'a aucun rapport, mais Saint François de Paule, que Louis XI avait convoqué de son ermitage en Calabre pour venir l'aider à mourir, Saint François de Paule voit passer, évidemment, Louise de Savoie, grosse des œuvres de Charles d'Angoulême, il lui met la main sur le ventre et il lui dit « Ce que tu portes sera roi ». Ce qui, à l'époque, n'était absolument pas évident. C'est pour ça que dans la galerie de François Ier, réalisée par Rosso Fiorentino à Fontainebleau, vous avez une des fresques qui est dédiée à Saint François de Paule, parce que c'est lui qui, à la cour de Charles VIII, a reconnu le futur héritier du trône de France. Alors à l'époque, c'était pas dit. Hein. Charles VIII venait d'épouser Anne de Bretagne, hein. Ensuite la couronne est passée au cousin germain Louis XII, et parce que Louis XII n'a eu que des filles dont, suivant la loi salinienne, elle ne pouvait pas régner, la couronne est passée à son parent masculin le plus proche, qui était le fils de son cousin germain Charles d'Angoulême, François d'Angoulême, qui monte sur le trône en 1515 sous le nom de François Ier. C'est fou, ça, aussi. Et alors, du coup, si vous voulez, cette paix des dames à Cambrai, à l'hôtel Saint-Paul, hein, elle est réalisée par deux femmes, qui sont en fait belles-sœurs, l'une étant la mère de François Ier, et l'autre étant la tante de Charles Quint, qui a aussi élevé effectivement l'empereur. Et cette paix survivra pendant 7 ans, 1529-1536. C'est elle qui permettra au dauphin François et au prince Henri, qui étaient otages en Espagne jusqu'au paiement de la rançon encourue par la défaite de Pavie, de rentrer en France. Et cette paix, c'est une paix de femmes. Ça me paraît très important. Hein. Les hommes ne pensent pas trop quand ils se lancent dans les guerres. Les femmes pensent beaucoup plus. Elles pensent avec leurs entrailles, elles pensent avec leur sensibilité, et elles pensent avec une intelligence informée par les entrailles et la sensibilité. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Voilà, je termine avec la jolie... Oh, je me suis trompé, c'est pas Jehan, c'est Jehan, je me corrigerai. Jehan, le maire des Belges, a été un des poètes qui ont fait l'entourage de Marguerite d'Autriche, et il avait eu à son égard cette formule que je trouve très belle, une dame de deuil. Mais une dame de deuil qui a su créer la vie et qui a su créer le sens à partir, effectivement, d'une série de malheurs du corps privé qui ne l'ont pas empêché de construire, effectivement, la force et la fécondité d'un corps public. Je vous remercie.